Bien, déjà, merci de m'accueillir chez vous le matin à la fraîche, comme ça. Surtout pour moi qui viens de Paris, c'était très à la fraîche. Euh, voilà, donc je vais prendre peut-être 2 minutes pour me présenter. Je m'appelle Vincent Houba. Je suis belge, donc je suis assez proche de vous en fait. J'habite à Paris depuis environ 6 ans où je suis allé pour y développer une nouvelle activité. Au départ, je suis ingénieur architecte. J'ai été architecte pendant 25 ans. Et je suis depuis toujours intéressé et passionné par la relation humaine, par la vie, par le mystère du vivant, par l'invisible, par la psychanalyse, etc. Donc je me suis intéressé à tous ces sujets en parallèle de mon métier et de ma vie. Et j'ai longuement euh, explorer tous ces domaines, en fait, voilà, long travail sur soi et différentes approches, différentes techniques. Je me suis aussi intéressé après au développement plus collectif, c'est-à-dire que le développement personnel c'est bien, mais à un moment donné, ça tourne un petit peu en rond, ça peut devenir nombriliste. Donc je me suis intéressé au collectif, je me suis intéressé à l'intelligence collective, au mode de gouvernance participatif. J'ai enseigné la sociocratie en Belgique notamment, et je me suis rendu compte qu'en fait les outils d'intelligence collective sont super, ils peuvent être très puissants à condition que le matériau soit prêt, c'est-à-dire que l'humain soit préparé à pouvoir fonctionner en intelligence collective. Faire de l'intelligence collective avec des égos sur pattes ou des égos non résolus, des histoires non résolues, c'est un peu compliqué. Donc je suis revenu plus à l'idée d'accompagner la transformation de l'individu au sein du collectif. Et j'ai décidé donc il y a 6 ans de quitter mon métier d'architecte minéral pour changer de matériaux et pour remplacer les briques et les blocs et le verre et le ciment par de l'humain. Alors c'est un peu péjoratif de comparer l'humain à du matériau, et pourtant c'est quand même un peu de ça qu'il s'agit. Donc j'ai fondé un cabinet qui s'appelle les Architectures Invisibles, où je m'intéresse particulièrement à la manière dont nos inconscients individuels vont générer des architectures relationnelles dans le collectif. Nous sommes tous habités d'une histoire que nous avons ou pas mise à jour et pacifiée, qui fait que nous avons des postures et des comportements qui ont un impact dans le collectif. Donc aujourd'hui, mon travail est un peu plus compliqué à expliquer que l'architecture. C'était plus simple quand je pouvais dire que j'étais architecte, tout le monde comprenait. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal à l'expliquer parce que je fais différentes choses, de l'accompagnement individuel, je fais de l'accompagnement de dirigeants, de managers, dans la posture, pas tellement dans les techniques, mais dans la posture. J'accompagne des entreprises à décoder leurs architectures invisibles et voir comment on pourrait fonctionner peut-être autrement. Et mon but est en fait d'accompagner les organisations humaines à fonctionner ou à refonctionner de manière organique. On a tout pour fonctionner correctement. C'est l'humain qui est compliqué à mourir, qui n'arrive pas à être simple. Et donc mon métier aujourd'hui, ça consiste à être payé pour réapprendre aux humains à redevenir naturels. C'est un peu un non-sens, mais c'est là qu'en est notre humanité aujourd'hui. Alors, dans ce parcours, j'ai rencontré un outil qui s'appelle la communication non violente, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors déjà, la communication non violente, c'est une appellation que je n'apprécie pas vraiment, même si c'est il y a un copyright, ça s'appelle le CNV, communication non violente. Je n'aime pas trop cette appellation parce que, d'une part, ça fait appel à non violent, donc le cerveau, il ne comprend pas le négatif, il retient violent, alors que la communication non violente, c'est bien plus que ça. Et d'autre part, la violence, de mon point de vue, dans ce que j'ai exploré jusque-là, du point de vue des lois du vivant, des lois universelles du vivant, la violence pour moi n'existe pas. Ce qui existe, c'est une puissance de vie, un élan vital, une énergie de vie que nous avons à l'intérieur et qui cherche juste à se déployer. Nous avons un être puissant qui cherche juste à se déployer et à offrir tous les talents qu'il a et tout son potentiel. La vie, quand elle est entravée, l'énergie de vie, quand elle est entravée, il faut qu'elle trouve son chemin. Si vous mettez une noix sous le tarmac, au bout d'un temps, ça va percer le tarmac et on va dire, c'est vachement violent. J'imagine que de temps en temps, vous allez vous promener au bord d'un fleuve parce que c'est très reposant, c'est très zen, un fleuve. Alors que si on mesure à l'intérieur du fleuve, il y a une puissance hydraulique importante, on en fait même de l'énergie hydraulique. Si on commence à placer un barrage et qu'on
on ne prend pas les mesures nécessaires, ben, l'eau va déborder, ça va arracher les arbres, ça va brûler, ça va démolir les maisons, et on va dire aux infos que c'est vachement violent. Alors que ce n'est pas violent, c'est juste de la puissance, de l'énergie de vie qui, quand elle sort de son lit, quand on ne la laisse pas couler librement dans son lit, va devoir adopter et chercher une issue. C'est ce qu'on appelle les comportements de survie pour l'humain. Donc un humain, quand son énergie vitale est entravée, et souvent dans l'éducation elle a été entravée, alors que notre éducation a priori cherchait à bien faire, mais nous avons un potentiel qui a été entravé, et du coup nous avons dû adopter des comportements de survie. Et nous sommes tous dans des comportements de survie. Ce qui fait que peu à peu, nous avons perdu la connexion avec nous, la connexion avec ce qui est vivant en nous. Et je suis toujours surpris de voir que dans le monde de l'entreprise, si je synthétise et que je caricature à outrance, jusque-là, on a cherché à déconnecter l'humain de sa source, de ce qui est vivant, pour pouvoir le faire fonctionner de telle heure à telle heure pour qu'il puisse rapporter. Et ça a fonctionné. Le problème de la survie, c'est que ça fonctionne à court terme. Donc ça a fonctionné tout un temps dans l'humanité. Et on est arrivé à la fin des ressources humaines, en fait. Il y a une limite à ça, et on est entré dans l'ère des troubles psychosociaux, harcèlement, burn-out, absentéisme, dépression, etc. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a déjà étiqueté comme troubles. Et on en est aujourd'hui à s'occuper de ces troubles. Et pour moi, il faut s'occuper effectivement de ce qu'on a généré jusque-là, bien sûr, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut voir au-delà ce qu'il y aurait à mettre en place pour avoir un fonctionnement qui ne génère pas ces troubles. Et c'est ça, moi, qui va m'intéresser. Donc, dans la communication non violente, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les comportements violents. Je ne vais pas m'intéresser à ça, je vais m'intéresser à ce qui est derrière, à ce qui a généré ça, et à ce qu'il faudrait faire pour redégager, en fait, la source, de manière à ce que les personnes puissent être dans leur libre flux, dans leur libre fonctionnement. C'est en principe ce que visent les entreprises libérées. Alors ça, c'est un autre chapitre, on pourrait en reparler, mais il me faudrait une autre conférence. Parce que c'est un peu un fantasme, mais c'est un petit peu aussi... il y a un peu à boire et à manger là-dedans, dans la manière dont ça se met en place. Une entreprise libérée doit être avant tout libérante, et pas libérée. Et ça, c'est tout un chemin. La libération, ça ne se décrète pas. La collaboration, ce n'est pas un décret. Aujourd'hui, je vois qu'on applique des espèces de décrets, collaborés, transversales, etc. Et on ne nous donne pas les moyens de nous transformer pour être en capacité de pouvoir partager le pouvoir. Et ça, c'est un accompagnement qui est beaucoup plus lent, plus délicat. Ce ne sont pas des méthodes qui permettent ça, c'est un accompagnement. Alors, j'en reviens à cet outil de la communication non violente parce que je n'ai qu'une heure, il paraît. Il faudra m'arrêter 5 minutes avant. La communication non violente, certainement que vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un processus, c'est un outil, c'est une méthode, ok, mais c'est bien plus que ça. Avant tout, c'est un art de vivre. C'est-à-dire c'est une méthode, effectivement, c'est un outil, on va le développer, c'est un outil très simple, c'est un outil en 4 étapes, qui se base sur la communication, donc surtout sur le verbal, qui est un support à ce qu'on va faire, qui est un outil qui va m'aider à retrouver de la connexion. Ce que je vais chercher prioritairement, c'est la connexion. Et la première connexion que j'ai retrouvée, c'est la connexion avec moi. Vous voyez, par exemple, quand on est en colère, on dit couramment « je suis hors de moi », ça dit bien ce que ça veut dire « je suis plus à la maison ». Si je suis plus connecté, ça va un peu me consommer de l'énergie, ça va un peu ramer. Quand un appareil n'est pas branché à l'électricité, il ne fonctionne pas très bien, voire pas du tout. Souvent, j'arrive dans des équipes comme ça où on m'appelle pour des problématiques et on me dit « ah là, ça va pas, il y a des soucis, etc. » Je dis « mais moi j'arrive chez vous, il y a plein de câbles électriques, il y a un générateur d'électricité, il y a des machines et vous êtes en train de pleurnicher et de me dire que les machines ne fonctionnent pas. Mais est-ce que vous avez branché les câbles ? Est-ce que vous avez branché ? C'est la même chose pour l'humain et la vie. Tant que je ne suis pas branché au vivant, ça ne va pas bien circuler. Je ne vais pas pouvoir me déployer et rayonner. Entre nous, si nous n'avons pas la connexion, le courant ne passe pas bien. Et donc, ça ne va pas être très générateur de créativité. Donc, la priorité,
c'est à retrouver de la connexion qui va permettre de créer de la confiance. Quand j'étais architecte, je n'ai jamais construit un bâtiment sans d'abord faire des essais de sol, voir si le sol est assez portant pour le bâtiment que je veux construire. S'il ne l'est pas, je vais renforcer le sol, ou bien je vais travailler sur les fondations du bâtiment pour les adapter à la portance du sol. Dans les organisations, je suis surpris qu'on ne fasse pas les essais de sol. On rassemble une équipe, on donne un projet, on dit « allez, montez le projet » sans prendre le temps de l'essai de sol. Et c'est quoi un essai de sol dans une équipe? C'est prendre le temps de construire la confiance pour que le sol humain soit solide. Est-ce qu'on a pris le temps de construire de la confiance entre nous, de la solidité, qui va nous permettre, en cas de problème, en cas de difficulté, ou quand on sera dans le rush, de pouvoir tenir le coup et ne pas être fragile et pérenne. Ce qui va nous permettre de traverser des difficultés, de traverser des conflits, de traverser des épreuves, ça va être la solidité du sol humain qu'on aura construit. Et ça, bien souvent, je vois que les équipes sont sympathiques, on peut être dans la sympathie, mais pas nécessairement dans la confiance, qu'en fait, entre nous, on pourrait arriver à tout se dire et à tout entendre de l'autre, et c'est OK. On est un peu en méfiance, en protection, etc. Surtout dans le monde du travail, parce que au travail, ce n'est pas le lieu d'ouvrir son cœur. Surtout pas. Ça, en général, c'est pour les nanas, c'est pour les filles, ouvrir son cœur. Le monde du travail est encore très connoté masculin, donc il a un peu du mal à s'ouvrir à ce domaine-là. Alors qu'avoir du cœur à l'ouvrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir de l'élan à mettre et de l'énergie à mettre au travail, j'ai à pouvoir être en connexion avec moi, avec ma vérité, et pouvoir être vrai partout où je suis. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire de la thérapie au bureau, au boulot. C'est pas ça non plus. Et l'extrême, c'est pas ça. Mais déjà, si on pouvait adopter des manières de communiquer ensemble et des manières de nous comporter, ça pourrait déjà aider drôlement à avoir cette connexion. Alors, la communication non violente, ça va être une langue, une nouvelle langue que je vais apprendre. Alors, ce n'est pas une langue que je vais apprendre pour parler comme ça au quotidien. Ça, je vous mets déjà en garde de ça. Pitié, surtout, ne parlez pas comme ça quand vous sortez des séances d'apprentissage. C'est une langue que je vais apprendre pour rééduquer une posture intérieure. Donc, ce que je vais faire avec cet apprentissage, c'est que ça va m'aider à voir d'où est-ce que je communique quand je communique. Et généralement, nous communiquons de notre tête, avec tous nos jugements, nos peurs, etc. Et nous ne communiquons pas de notre base, de notre sécurité intérieure. Alors, on va rentrer directement un peu dans le vif du sujet, que vous puissiez essayer de toucher un petit peu la technique. Je vais vous demander de réfléchir à une situation où quelqu'un a fait ou a dit quelque chose qui est venu un peu vous chercher. En Belgique, on dit quelque chose qui est venu me stimuler. J'ai appris qu'en France, ça avait une autre connotation, donc je suis prudent maintenant quand je l'utilise. Mais en tout cas, c'est venu un peu me chercher. Ça peut être quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai entendu, qui m'a été fait en direct ou pas, mais en tout cas quelque chose qui... Ça peut être aussi de prendre une situation d'une relation qui pour le moment est insatisfaisante pour moi, où je ne vis pas l'harmonie, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et je vous demanderai d'essayer de capter une situation qui s'est passée dernièrement et de répondre à cette question, qu'est-ce que cette personne a fait ou a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle a dit? Et grand moment de stress, je vais demander à 2-3 d'entre vous de bien vouloir partager leur situation pour qu'on ait un peu de matériau. Est-ce que quelqu'un a un exemple à fournir d'une situation? Ça peut être quelque chose dans la circulation, dans le métro, un truc que j'ai vu à la télé, quelque chose qui m'a dérangé. Et je ne pourrais pas croire qu'il n'y a rien qui vous dérange. Ou alors, il faut me renseigner le nom de la planète. Est-ce que vous avez un exemple d'une situation, quelqu'un a fait... Ça peut être quelque chose d'anodin. Prenez pas le gros truc pour commencer, le conflit qui dure depuis 20 ans avec la belle-mère. On va commencer léger. Un petit truc. Oui, merci. C'est pas anodin. J'ai dîné avec ma femme la semaine dernière, qui m'a expliqué sur la passoire et le fromage qu'elle se pensait sérieusement plus intelligente
familial. D'accord, d'accord. Je comprends. Je compatis. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ou qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis plus intelligente que toi. Donc, elle a dit, deux points, ouvrir les guillemets, tu sais, mais je suis plus intelligente que toi. Sur certains sujets, je suis plus intelligente. D'accord. Sur certains sujets, je suis plus intelligente que toi. Point. On va y revenir, d'accord? Une autre situation? Oui. Je déménage vendredi, je libère ma logis samedi et mes beaux-parents devaient garder ma fille samedi et ma belle-mère va revenir un déjeuner qu'elle avait. D'accord. Donc là, on a le contexte. On déménage samedi. C'est mes beaux-parents qui gardaient les enfants. Normalement, c'était prévu comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma belle-mère m'a appelé ou... Voilà. Elle m'a appelé, elle m'a dit « Je suis désolé, j'ai oublié que j'avais un déjeuner. Je ne peux pas garder les filles. Point. » D'accord? Merci. Alors, on va beaucoup se servir du frein à main, en fait. Vous voyez, quand on va commencer à fonctionner en communication non violente, je vais démarrer par faire une observation, voir c'est quoi les faits. Et généralement, nous, dans les faits, on met déjà beaucoup de nous. D'interprétation, de la critique, de la charge émotionnelle. Ce qui fait que quand on fait cette étape-là, l'observation, il faut que je sois très factuel. Et puis, je peux juste dire, elle m'a dit, deux points ouvrez les guillemets, sur certains sujets, je suis plus intelligente que toi. Point, frein à main. Avant de s'emballer dans les tours. D'accord? Donc, la première étape, c'est d'apprendre à faire des observations. Pourquoi est-ce qu'on apprend à faire des observations? À quoi ça sert? Ça sert à deux choses. L'observation, déjà, c'est un outil en soi, c'est déjà un processus en soi. Si vous pouviez déjà apprendre à faire des observations, moi je m'en sers quasi au quotidien quand j'ai des situations où des gens qui viennent un peu m'énerver. J'utilise ça, je me dis, attends, stop, là, c'est quoi l'effet? Il vient juste de me dire, t'es un gros connard, point. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. C'est juste un fait. Une parole, un acte, un geste, ce n'est que ça. Tout ce qui se passe après, ça m'appartient. Donc ça me permet, quand je fais une observation, de pouvoir déjà prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui se passe et à me dégager déjà un peu émotionnellement et me désidentifier de la situation. Parce que souvent, on y est mélangé et on ne s'y retrouve plus. Deuxièmement, ça va m'aider si dans la relation, si c'est une relation qui me tient à cœur ou une relation que je suis obligé de vivre au quotidien, au boulot par exemple, on ne va pas utiliser ça avec une personne que je croise sur le trottoir qui va m'insulter et que je ne reverrai plus jamais. Je ne vais pas commencer à courir après elle pour retrouver de la connexion. Il y a quand même un retour sur investissement à prendre en compte. Je vais utiliser ce processus quand j'ai l'élan d'avoir de la connexion avec cette personne. Et un collègue que j'ai en permanence avec moi, avec qui je travaille, c'est quand même mieux qu'on ait de la connexion ensemble, sinon ça va ramer pendant toute notre carrière. Donc ça va m'aider, par exemple, dans une situation conflictuelle comme on les a entendues là, à pouvoir parler de ce que j'aimerais dire à l'autre et l'amener au rendez-vous de ce que j'ai à lui dire. Parce que ce qui se passe bien souvent dans les relations, c'est que l'autre, il me dit quelque chose, je reçois un scud, il faut le temps que je l'avale, soit je réagis tout de suite, soit je dis rien, je dis trop rien. L'autre, il continue, il n'a même pas vu qu'il m'avait impacté. Il continue sa route, il continue sa vie. Moi, je suis calé sur place. Et je mets une première couche de lasagne dans mon plat. Et puis 3 jours plus tard, petite réflexion qui, de nouveau, vient m'impacter. Et là, j'ai une petite couche de bolo. Puis le lendemain, un petit geste que je trouve indélicat, c'est la béchamel. Et de couche en couche comme ça, pour garder la relation, par besoin de sécurité affective, je ne vais pas trop m'exprimer, je ne vais rien dire, je vais prendre sur moi. Vous savez comment on peut faire, prendre sur soi. On nous a très bien appris ça dans l'éducation. Jusqu'au moment où l'autre il vient mettre un grain de gruyère et il ramasse ma lasagne à la figure. Et il se demande pourquoi je lui fais un plat avec un détail comme ça. Parce que moi, j'ai accumulé. Alors la tentation, évidemment, quand je vais en parler à l'autre, je vais vouloir lui parler de toutes mes couches. C'est trop tôt.
C'est pas comme ça que je vais connecter l'autre. Si je viens directement avec mon plat de lasagne auprès de l'autre, ça va être indigeste. Donc, je vais venir en prenant simplement le dernier petit grain de fromage, le petit truc très frais qui vient de se passer et auquel l'autre est encore connecté. Et l'idée, c'est d'amener l'autre au rendez-vous de ce que j'aimerais lui exprimer, mais en prenant le moins de risques possible qu'au bout de ma phrase, il soit déjà parti à 300 km ou qu'il me soit sauté dessus. Donc, dans une observation, je vais essayer d'être neutre et sans jugement pour que ce soit irréfutable et que l'autre sache de quoi je vais lui parler. Je vais essayer aussi d'être assez synthétique. Je n'ai pas besoin de faire toute l'historique. Le créateur de la méthode, qui s'appelle Marshall Rosenberg, il nous disait toujours « N'oubliez pas qu'au bout de 40 mots, l'autre ne vous entend plus. Il ne vous écoute plus. » Donc j'amène l'autre au rendez-vous de ce que j'ai à lui dire avec une observation. Pour vous aider à faire une observation, mettez-vous dans la peau d'une caméra qui filme. La caméra qui est en train de me filmer, là, elle n'a pas d'émotion. Elle n'est pas en train de dire que ce que je dis est bien ou mal, que c'est vrai ou faux, que c'est beau ou laid. Elle n'a pas d'émotion, elle filme ce qui est, elle ne filme pas ce qui n'est pas. Elle est avec ce qui est. Nous, on a cette adresse de mettre le doigt sur tout ce qui n'est pas. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'aurais dû dire ci, t'aurais dû dire là. C'est quand on va passer le film que les spectateurs, eux, dans la salle, vont avoir des émotions, une sensibilité qui est propre à chacun, qui fait que certains vont trouver ça beau, certains vont trouver ça laid, certains vont trouver ça juste ou faux. Mais c'est une question de sensibilité individuelle, de point de vue individuel. Et souvent, on se fait la guerre à partir de notre sensibilité. Donc l'observation, elle va m'aider à avoir l'autre au rendez-vous. Et une fois que j'ai l'autre au rendez-vous et que j'ai vu les faits, je vais pouvoir aller voir comment je me suis senti, moi. Quand elle m'a dit ça, quand il a fait ça, comment je me suis senti. Alors on va retourner chez les deux Kobe. Quand ma femme me dit, tu sais, sur certains sujets, je suis plus intelligente que toi, ça m'a fait quoi? Je me suis senti comment? C'est une invitation. Impacté. Oui. Deuxièmement, j'essaie de réfléchir à ce que vous avez l'enfant. Très mauvaise idée. Parce que là, voilà. Comment je me suis senti? Pour vous aider à savoir comment vous vous sentez, repérez-vous à quelque chose d'un peu grossier, je vais dire, un peu simple. C'est un camembert pour les Belges et un camembert pour les Français, une tarte pour les Belges. 4 grandes familles d'émotions. Il y a plus quand on développe, mais déjà 4 grandes familles. Il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la colère et il y a la joie. Donc déjà, c'est de se dire, ce que je ressens là, est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la peur, de la tristesse, de la colère ou de la joie? En sachant que dans ces quartiers-là, il y a plein de vocabulaire qui donne de triste, peut être juste un petit blues ou complètement désespéré. Comment je me suis senti quand j'entends ça? Sur certains domaines, je suis quand même plus intelligente que toi. Je me sens comment? Est-ce que c'est agacé? Est-ce que c'est choqué? Est-ce que c'est interloqué? Est-ce que c'est amusé? Comment je me suis senti? Interloqué, mais je ne sais pas dans quelle partie du camembert. Ok, donc c'est plutôt un petit peu là-dedans, quoi. Interloqué, c'est un petit peu surpris, quoi. Un peu démuni, un peu... Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi? Interloqué et une partie de colère. Ouais. Dans le sens, ce sont des choses qu'elle le pense. Elle a le droit de penser, et ce sont des choses qui ne se disent pas. Parce qu'autrement, si elle le dit, c'est qu'elle m'aime pas. Si elle m'aimait. Donc en fait, je me sens interloqué et là un peu agacé quand même, un peu irrité, en colère, quoi. En colère. Ok. Ça c'est les sentiments qui m'appartiennent. Et avec belle-maman, je me suis senti comment? Sur le moment, très agacée parce qu'au niveau de ce déménagement, j'en suis au gruyère de mon cadre
Oui. Et en même temps, c'est quelqu'un qui rend très souvent service avec les enfants. Oui. Donc est-ce que j'ai été un peu partagé en deux sentiments? Mais très agacé. Sur le coup, c'était la colère. Très agacé. Ok. Donc j'étais très agacé. On aurait pu entendre des mots comme « je me suis senti agressé ». Je pourrais dire ben, « moi, ma femme, quand elle me dit ça, moi je me sens agressé ». Ou « je me sens rejeté ». Ça, ce sont des mots qu'on va essayer d'éviter dans notre nouvelle langue, dans notre nouveau langage. On va essayer d'éviter les mots qui me lient à l'autre, c'est-à-dire qui prêtent une intention à l'autre. Quand je dis « je me sens rejeté », je me sens abandonné, je me sens délaissé, je me sens agressé, je me sens trahi, sont tous des mots qui prêtent une intention à l'autre de me trahir, de me rejeter, de me délaisser. Alors que je ne sais pas quelle est son intention. Mais moi, j'interprète. Par contre, c'est quelque chose que je peux effectivement ressentir, de dire je me sens trahi ou je me sens agressé, je ressens cette impression d'agression. Et c'est de me dire quand je me sens agressé, quand je me dis que l'autre m'agresse, comment je me sens? Mais peut-être que j'ai peur, peut-être que je suis en colère, peut-être que je suis triste. Ça m'appartient. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver le vocabulaire qui ne parle que de moi et qui me délie de l'autre. Parce que dans tous les mots que j'ai cités, sont des mots qui prêtent une intention à l'autre, mais aussi, et ça c'est plus embêtant, qui me mettent dans une posture de victime. C'est parce que l'autre m'agresse que je suis dans cet état, et tant qu'il n'arrête pas de m'agresser, j'irai pas mieux. Et j'attends qu'il change pour aller mieux. Et ça, c'est un peu l'état du collectif aujourd'hui, avec plein de bonnes intentions. On est en train d'attendre de créer un nouveau monde. Les changemakers, aujourd'hui, j'en accompagne beaucoup. Ah, on veut changer le monde. Ben oui, on veut changer le monde, c'est-à-dire je veux un monde qui porte mes valeurs, dans lequel moi je vais être bien, mais je ne sais pas ce qu'on va faire des autres. Et il y aura toujours des autres. Donc, changer le monde, ça ne change rien du tout. On repeint juste les murs, on change de couleur. Mais on recrée des clivages. Alors que je n'ai pas à changer le monde, j'ai à me rapprocher de moi pour être qui je suis et le rayonner, et ça va transformer le monde. Parce que ça va avoir un impact sur le monde. Donc quand je reviens à un vocabulaire qui ne parle que de moi, je me rapproche de ça, et surtout, je vais commencer à récupérer du pouvoir sur la façon de vivre la situation. Je n'ai pas le pouvoir sur l'autre, je n'ai pas toujours le pouvoir sur la situation, mais j'ai toujours le pouvoir sur ma manière de le vivre et de ce que j'en fais. Ça, j'ai toujours le pouvoir. Aujourd'hui, je suis adulte, je ne suis plus enfant. Donc, c'est de récupérer ce pouvoir-là. Et donc, la deuxième étape, c'est donc les sentiments. On va apprendre à mettre des mots sur son ressenti. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais moi je connais des gens depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils sont OK avec leurs sentiments, leur émotionnel, et puis ils disent qu'ils sont tristes, qu'ils sont en colère, qu'ils sont fâchés, ça ne change rien à leur vie. Et effectivement, l'émotionnel n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, on parle d'éducation émotionnelle, on parle même aujourd'hui de management émotionnel. De grâce, si on vous propose ça, fuyez. N'allez pas faire des formations de management émotionnel. L'émotionnel, c'est collant, c'est gluant, ça ne mène à rien. Si ce n'est que le seul intérêt du sentiment, de cet émotionnel, c'est que c'est un panneau indicateur. Si on en reste là, on s'englue. Je suis devant un panneau indicateur. Qu'est-ce que je fais sur la route avec un panneau indicateur si je reste devant? Je ne vais pas aller loin. Je vais rester accroché à mon panneau. C'est un panneau qui m'indique la direction de quelque chose de plus vital qui est en train de se passer en soi. À savoir qu'un sentiment agréable, de l'ordre de la joie, va me renseigner un besoin qui est satisfait chez moi. Et un sentiment désagréable me renseigne un besoin qui n'est pas satisfait. Donc c'est vraiment comme le tableau de bord d'une voiture. Quand vous êtes au volant de votre voiture, vous avez un tableau de bord avec des témoins lumineux qui vous indiquent que c'est OK ou pas OK. Vous avez tout à coup la jauge à essence qui clignote. Soit, vous avez deux choix, soit je la vois, ça m'ennuie, parce qu'il faisait beau, j'avais envie de regarder le paysage. Je n'en tiens pas compte et je vais tomber en panne. Soit je l'intègre, je fais le plein à la prochaine pompe et tout va bien. C'est exactement la même chose avec ce véhicule-ci, qui est mon véhicule d'incarnation, mon corps.
Mon corps, en permanence, m'envoie des signaux pour me dire « Ok, attention, attention, danger ». Mais nous, on ne nous a pas éduqués à écouter ça. On nous a plutôt éduqués à ne pas faire confiance à ces signaux. Quand on était gamin et qu'on tombait en vélo et qu'on s'écorchait le genou, non seulement on nous disait « mais c'est rien du tout », mais on passait la main dessus en plus pour chasser les poussières, ça faisait encore plus mal. On disait « mais non, c'est rien ». Moi, j'avais mal et on me dit que c'est rien. Donc je commence à intégrer que ce que je sens alors n'est pas juste. Comme je suis enfant, je ne peux pas prendre ma valise à 2 ans et me dire « ces parents-là, ils ne me conviennent pas, je vais en chercher d'autres ». Il faut que je les subisse. Donc comme je les subis, il y a généralement ce que je vais faire, je vais leur donner le pouvoir et croire ce qu'ils me disent et douter de moi. Et là commence à s'installer le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi. Parce qu'on ne m'a pas appris à faire confiance à ce que je sentais et à reconnaître ce que je sens comme étant légitime puisque je le sens. Je ne peux pas inventer ce que je sens. Ce n'est pas ma tête qui invente ce que je sens. Quand on était aussi joyeux, qu'il y avait eu un bon événement, je ne sais pas quoi, qu'on sautait sur le canapé, on en ramassait une, on se disait « tu crois que c'est ça la vie, va te calmer dans ta chambre, tu vas voir, ce n'est pas une partie de plaisir ». Moi je suis joyeux, et là on me dit « joyeux c'est pas bien ». Donc triste c'est pas bien, joyeux c'est pas bien. Finalement j'en suis à me réduire à l'âge adulte, quand on me demande comment ça va, bien, bof, voilà. Ça va bien, ça ne veut rien dire. Quand quelqu'un me dit ça va bien, je ne sais toujours pas ce qu'il vit. Je ne sais toujours pas comment il se sent. J'entends ce que sa tête évalue en disant c'est bien là, c'est sympa ce que je vis, mais je ne sais pas ce qu'il vit. Donc on a une éducation qui ne nous a pas appris ça, qui ne nous a pas appris à rester en contact avec notre ressenti pour permettre d'avoir notre mode d'emploi. Donc en permanence, j'ai des sentiments qui m'indiquent, et ça c'est l'étape numéro 3, c'est l'étape la plus centrale, la plus cruciale, je vais aller voir quels sont mes besoins. Est-ce qu'on peut retourner ces les 2 Kobe? Donc, quand ma femme me dit ça, je me sens en colère, interloqué, parce que j'avais besoin de quoi, moi? Dans mon cas, il y a des gens qui ne le disent pas. C'est pas trop critique, elle a tort. Donc j'avais besoin qu'elle se taise. Les deux, c'est pas un débat, c'est pas une conversation qu'on a envie d'avoir. D'accord. Alors, ça, c'est pas un besoin. Le besoin qu'elle ne me dise pas ça, qu'elle se taise, c'est pas un besoin, c'est une stratégie. Et généralement, nous sommes dans une humanité qui est dans la confusion entre les besoins et les stratégies. Et nous prenons nos stratégies pour des besoins. Et c'est là où on se crée une vie de merde. Donc, j'entends bien, j'aurais voulu qu'elle garde ça pour elle. Si elle avait gardé ça pour elle, ça aurait nourri quel besoin chez moi? Oui, j'imagine aussi un besoin de respect, un besoin de considération, un besoin de délicatesse, un besoin de prise en compte, voilà. Est-ce que c'est ces besoins-là? Non, parce que en soi, c'est vécu. Oui. J'ai pas pris ça en me disant je me sens rabaissé par ce qu'elle dit, Oui. parce que je trouve plus intelligent que moi. Vraiment, le sentiment que j'ai eu, c'est j'étais interloqué, Alors, que quelqu'un puisse dire ça. Ok, je suis interloqué parce que j'ai besoin de quoi? Est-ce que j'aurais besoin de comprendre? Est-ce que j'aurais besoin de clarté sur qu'est-ce qui lui fait dire ça? Et là, je ne comprends pas quand elle me sort un truc comme ça. Moi, je suis interloqué, quoi. Est-ce que ce serait ça, le besoin que ça renseigne? Que j'aurais eu besoin de comprendre, j'aurais besoin d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qui lui fait dire ça? Alors, il n'y a pas que ce besoin-là. On entend qu'il y a aussi besoin de respect, besoin de considération. Il y a tous ces besoins-là. Mais en tout cas, il y a des besoins qui se manifestent. Quand l'autre me dit ça, ça vient frustrer un besoin chez moi qui, du coup, crée une émotion. Une réaction de remise en sécurité par rapport à ce que ça fait. D'accord? Alors, du côté de la belle-mère, j'aurais eu besoin de quoi? J'avais besoin de quoi? Sur le moment qu'elle me dise que c'était une blague, qu'elle Et qu'elle s'occupe des filles et du déménagement. j'ai surtout besoin que cette famille
Est-ce que j'avais besoin de respect des engagements? Que ça m'aurait aidé à avoir de la considération, du respect pour mon énergie et mon temps qui, pour le moment, est un peu compliqué. Quelque chose comme ça. Ok. Donc vous voyez, les sentiments renseignent des besoins. Alors pourquoi c'est important d'aller identifier les besoins? Alors là, on prend des exemples, on fait un peu rapide parce qu'on n'a qu'une heure, on reste un peu en surface. Mais en général, on descend un petit peu plus loin dans les besoins, il y a des besoins plus fondamentaux qui se nomment. Pourquoi est-ce que c'est important d'identifier les besoins? Parce que les besoins, c'est universel. Tous les êtres humains sur Terre ont les mêmes besoins. Que vous soyez ici ou que vous soyez papou ou dans n'importe quelle ethnie, vous avez les mêmes besoins. Nous n'avons juste pas la même sensibilité personnelle, pas la même culture familiale, pas la même culture ethnique, qui fait que nous n'avons pas la même façon de nourrir nos besoins. Mais nos besoins sont les mêmes. Et donc les guerres sur Terre sont des guerres de sensibilité, sont des guerres de surface. Ce n'est pas des guerres de besoins. Un couple qui se sépare en disant nous n'avions plus les mêmes besoins, c'est faux. Nous avions les mêmes besoins. Mais nous n'avons plus trouvé la manière de les satisfaire ensemble d'une manière qui est satisfaisante pour l'un et pour l'autre. Mais nous avons les mêmes besoins. On a tous besoin de respect. Si je suis invité à dîner un soir Paris 16e et que je commence à manger avec les mains dans le plat, on va dire quel grossier personnage, quel manque de respect, franchement, il sort d'où celui-là? Si je suis invité dans l'intimité d'une famille au Maghreb et qu'on m'invite à table et que je commence à sortir mes couverts en argent et ma petite serviette, on va me dire mais quel manque de respect, participe pas à la tradition, quoi. Alors qu'on a tous besoin de respect, mais la manière de le satisfaire, ce sont des codes, des habitudes, des traditions. Et nous, comme on ne va pas voir les besoins qu'on nourrit avec nos traditions, on s'accroche aux traditions qui deviennent vitales. Un besoin, c'est vital. Vous ne pouvez pas vivre sans besoin. Il y a toujours des besoins qui se manifestent. À chaque instant, à chaque minute, vous êtes en train de satisfaire un besoin, que vous en soyez conscient ou pas, quoi que vous fassiez. Quand vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire, c'est parce que ça nourrit un besoin. Si ça ne nourrissait pas un besoin, vous ne le feriez plus. D'où l'intérêt d'aller voir le besoin que j'essaye de satisfaire inconsciemment avec mes stratégies tordues. Quand vous vous dites, il faut que je fasse ça, je dois payer mes impôts, il faut que je rende mon bilan, je dois faire mon repassage, il faut que je m'occupe des enfants. Il ne faut pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'enfants ici. J'ai des adultes. Il n'y a plus personne qui peut vous obliger à faire quoi que ce soit. Je le fais parce que je nourris un besoin. Et j'imagine qu'il n'y a personne qui vient vous chercher le matin avec une Kalachnikov en vous disant « Au boulot, là, va chercher tes gosses, va faire à manger, repassage. » Non. C'est moi qui le fais. Ça veut dire que c'est moi qui ai encore tendance à donner le pouvoir à quelqu'un. Et c'est ce qui fait les relations difficiles et toxiques. L'autre n'a plus que le pouvoir que je veux encore bien lui donner. Alors ça, c'est un peu difficile à entendre en entreprise. Sincèrement, un tyran dans un pays, c'est juste un homme. On se met à trois dessus, il est plaqué au sol. Et pourtant, il tient tout un peuple. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de petits-enfants à l'intérieur de ce peuple qui continuent à donner un pouvoir que l'autre n'a plus. Et ça contribue à ce qui se passe dans le monde. Le pouvoir que je continue à donner à l'autre, ça crée une société. Donc l'idée, ce n'est pas de se révolter, l'idée, c'est d'entrer en insoumission. Alors, je ne suis pas un parti politique, pas d'amalgame. C'est d'entrer en insoumission dans le sens de rentrer dans une liberté d'être. Quelle est ma liberté d'être? Est-ce que j'ai une liberté d'être? Et ça, ce n'est pas une entreprise qui va vous dire, aujourd'hui, on fait de l'entreprise libérée, donc tu es libre. La liberté, ça ne se décrète pas. La liberté, ça s'acquiert par des choses, des expériences que je vais faire qui vont peu à peu m'installer dans ma liberté d'être. Ce n'est pas une personne ou un patron ou une entreprise qui peut vous donner votre liberté. Ça, c'est des illusions, ça. C'est est-ce que je me sens libre ou pas? C'est là qu'il y a le plus gros du travail à faire. Et c'est là où ça demande de l'accompagnement. Parce que la liberté n'est pas un décret. L'autonomie n'est pas un décret.
Je ne décrète pas en tant que parent un beau jour à dire à mon enfant, bon voilà, maintenant je te donne ton autonomie. Ça ne se donne pas l'autonomie. Ça ne se donne pas. L'autonomie, ça va être que l'enfant va recevoir peu à peu du parent, au fur et à mesure, de par sa présence. Il va recevoir de quoi être autonome et à un moment donné, il se détache. C'est comme la pomme sur le pommier. Elle a reçu un beau jour, elle a assez reçu pour être une pomme et elle se détache. Et elle fait son boulot de pomme. On n'a jamais vu un pommier qui retenait ses pommes en disant ah, « j'ai encore besoin de mes pommes ». Mais on voit beaucoup de parents faire ça. « J'ai encore besoin de mes enfants ». Parce que mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien des pommiers qui chassent leurs pommes en disant « dégage, moi j'ai ma vie de pommier à faire, j'ai autre chose à faire que ça ». Non, il est là en présence. Donc la posture, c'est être présent. Et être présent, c'est être conscient de mes besoins. Parce que je vous rappelle qu'à chaque moment, vous êtes en train de satisfaire un besoin, parce qu'un besoin, c'est vital. Et donc, si je ne suis pas conscient de mes besoins, je vais m'accrocher aux stratégies que j'utilise pour les satisfaire. Je prends un exemple dans la sphère privée, une relation affective où je vais peut-être, par manque de sécurité affective, je vais toujours être gentil avec l'autre, c'est comme tu veux, je ne prends pas d'initiative, je suis, etc. Donc c'est une stratégie, ça, c'est une posture qui est au service inconsciemment de mon besoin de sécurité affective. C'est pour garder l'autre. L'autre, au bout d'un an, voire moins, il va en avoir ras-le-bol de ce limaçon qui est à côté de lui. Il va dire, mais t'as pas de caractère, t'as pas de personnalité, moi je vais voir ailleurs. Donc la stratégie que j'ai utilisée pour nourrir mon besoin, généralement, elle va à l'encontre de vraiment le nourrir dans la durée. Ce sont des stratégies à court terme. Et ça, c'est notre éducation aussi, qui nous a éduqués à problème-solution, problème-solution, problème-solution. Les solutions marchent, c'est ça le piège, elles marchent, mais à court terme. Si elles ne sont pas connectées au vivant, elles ne sont pas dans le développement durable. Et ça demande un petit peu de temps. Alors vous allez me dire, les besoins, c'est un peu la même chose que les sentiments. On connaît aussi des gens qui sont peut-être au clair avec leurs besoins et qui depuis des années disent j'ai besoin de justice, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'écoute, et ça ne change rien dans leur vie, parce qu'effectivement, il faut une quatrième étape qui est la demande. Une fois que je vais identifier mes besoins, je vais apprendre à faire des demandes. C'est-à-dire, je vais voir ce que je peux mettre en place ou demander qui va aller dans le sens de nourrir le besoin qui est frustré. Et là, j'entre en responsabilité. Parce qu'autrement, on peut avoir l'art aussi de tout le temps pleurnicher ses besoins et attendre que l'autre s'en occupe. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place dans l'éducation, puisqu'on a eu une éducation qui a voulu faire des choses pour nous, qui savait ce qui était bien pour nous, qui nous a pris en charge. Donc on est habitué à ça, donc évidemment, on attend. Quand on était gamin, quand on était jeune, peut-être qu'on avait la petite cousine qui venait jouer pendant les vacances, il fallait être sage et gentil alors qu'elle cassait tous mes jeux, tous mes Legos. Et je ne pouvais pas le dire, parce qu'il y avait la belle-sœur dont il fallait prendre soin. On m'a peut-être obligé à donner des bisous à la grand-tante qui avait des poils au menton, qui ne sentaient pas très bons, que j'avais vraiment pas envie, et on m'a forcé. Toutes des petites choses comme ça qui ont l'air anodines et qui sont soi-disant apprendre la politesse à l'enfant, apprendre le respect à l'enfant. Donc j'apprends le respect à l'enfant par des expériences qui ne le respectent pas. C'est quand même un non-sens. Si l'enfant déjà était respecté, il ferait l'expérience du respect, il se vivrait respectable et il devient naturellement respectueux. C'est organique ça. Donc, quand on a une éducation comme ça, on a appris quelque part insidieusement que les besoins des autres sont prioritaires sur les miens, puisque c'est l'autre d'abord. Et ça peut installer un truc dans l'esprit qu'il doit bien exister aussi un moment où il y aura quelqu'un qui va être là pour prendre soin de mes besoins. Puisque moi je suis là pour les besoins des autres, il doit bien exister aussi quelqu'un qui va être là pour mes besoins. C'est le prince charmant. Magnifique. Phase fusionnelle géniale. Premier poil de brosse à dents qui dépasse du verre à dents, ça commence à coincer, et là on commence à voir les différences, et là ça commence à moins bien se passer. C'est-à-dire que dans ce moment-là, on sort de cette fusion, et on va commencer à voir la différence.
Et dans la différence, comme je n'ai pas été installé chez moi, la différence va toujours me faire peur. Donc en fait, il faut savoir qu'en fait, l'humain, c'est le seul mammifère qui éduque ses enfants en termes de bien et de mal. Il n'y a que l'humain qui fait ça. Tous les autres mammifères éduquent leurs petits en termes de familier étrange. Et donc on emmène les petits dans un espace où ils ne sont pas encore allés et qui fait peur, et en les accompagnant dans leur peur, traverser leur peur, cet espace est expérimenté et devient familier. Ce qui fait que je retourne me rassurer un peu dans le terrier, et je peux y retourner dans cet espace qui est devenu familier pour aller un peu plus loin, et un peu plus loin, et un peu plus loin, jusqu'au moment où je peux aller dans le monde, et le monde est devenu familier. Ce n'est pas tellement le modèle de notre éducation. Nous on dit là tu peux pas, là tu peux, là attention, là c'est protégé, tu peux y aller, là attention il n'y a pas de protection, c'est dangereux, n'y va pas. Donc je ne fais pas d'expérience. Et ça crée des clivages. Alors si je reviens vraiment sur le processus ici, la demande, quand on apprend à faire des demandes en communication non violente, on apprend à se responsabiliser. C'est-à-dire j'ai mes besoins, ok, mais il ne s'agit pas juste de les balancer là et d'attendre que l'autre va satisfaire tous mes besoins. Dans Prince Charmant, c'est un peu ça, j'attends qu'il satisfasse mes besoins sans même que j'ai à les exprimer moi-même ou à les connaître moi-même. Et il a intérêt à y répondre, et de la manière dont je veux, parce que s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne m'aime pas. S'il m'aimait, il devrait deviner mes besoins. Donc, on est dans des je vous donne des caricatures, mais c'est vraiment ça qui se passe, en fait. Donc, la demande, elle va m'aider à m'incarner, commencer à prendre la responsabilité sur mes besoins, à arrêter d'attendre que les autres changent, bougent, etc., mais moi, déjà, de faire quelque chose. Alors, quand je fais une demande en communication non violente, il y a 4 caractéristiques à une demande. Je vais apprendre à demander positivement. On a l'art, nous, de demander ce qu'on ne veut pas. Du genre, je t'ai dit, là, quand tu m'as dit ça, j'étais en colère parce que j'avais besoin de respect, et j'aimerais qu'à partir de maintenant, tu ne me parles plus sur ce ton. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est plus comme ça, c'est comment? Ça doit être concret. On a l'art aussi de faire des demandes qui sont des résolutions de nouvel an. À partir de maintenant, j'aimerais que tu sois plus sincère et honnête avec moi. Vous me demandez ça, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est un vœu pieux. Donc concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi qui te permettrait de capter mon honnêteté, ma sincérité? Concrètement. Moi, j'ai bien une idée, mais c'est moi avec ma sensibilité. Toi, exprime-toi. Troisièmement, ça doit être réalisable dans l'instant. Parce que moi, je dois avoir le goût de la réalisation. C'est ça qui va activer mon énergie et qui va me mettre en appétit. Si je prends un rendez-vous avec... Si je contacte quelqu'un que je n'ai plus vu depuis longtemps et que je lui exprime ma frustration et que voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, blablabla, bla, 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 et je lui dis, voilà, j'aimerais bien retrouver un peu de connexion avec toi et d'amitié, est-ce que tu serais d'accord qu'on aille manger un bout un de ces jours ensemble? Ah mais super, bonne idée, tu as bien fait de m'appeler, t'as entendu, je suis complètement sous l'eau, j'en peux plus avec tout ce qui m'arrive. Ok, oui, mais avec grand plaisir, on se rappelle. Qui rappelle qui, quand? Je vais raccrocher, moi je ne serai pas satisfait. Oui, on aura eu un bon moment de partage, mais... Tandis que si je fais le plus petit pas possible, qui est de prendre rendez-vous, est-ce que tu as ton agenda? Est-ce qu'on peut voir une date? On raccroche, on n'est pas encore allé manger, on n'a pas encore vécu ce moment, mais moi j'ai déjà une satisfaction qu'il y a quelque chose qui est mis en place et qui s'enclenche. C'est la théorie des 4 P, le plus petit pas possible. C'est hyper important, ça, aussi dans la construction des projets. On sous-estime souvent, on voit la montagne à gravir, l'objectif. On a l'art de faire des objectifs à 30 ans, 50 ans. Mais le plus petit pas possible pour enclencher ça, souvent on le sous-estime. Alors que c'est le plus important parce que c'est celui-là qui va enclencher le changement, le mouvement. Quand on essaye de déplacer une grosse pierre, il faut déployer beaucoup de force, beaucoup d'énergie, mais quand ça se met en route, il y a une formule avec l'accélération carrée, c'est le moment le plus important, c'est celui qui impacte le mouvement. C'est par exemple moi, quelque chose que j'accompagne beaucoup dans les accompagnements, dans les coachings, c'est de sortir toujours un plus petit pas possible à faire. Et ça enclenche des transformations profondes. Et 4e caractéristique de la demande en CNV, elle doit être ouverte. Ce n'est pas une exigence.
Ça veut dire que quand je fonctionne dans cet état d'esprit, j'apprends vraiment à faire des demandes qui sont des demandes. C'est-à-dire que je dois pouvoir être ouvert à recevoir un non. Quand l'autre me dit non, il dit juste non à ma demande. C'est pas plus grave que ça. Et souvent, nous, on en fait un truc, il me dit non. Mais non, il ne me dit pas non. Il dit non à ma demande. Pas se tromper de cible. C'est pas plus grave que ça. C'est notre ego, ça. Surtout si on est dans la hiérarchie. Mais comment est-ce qu'il ose me dire non? Mais il n'a pas le droit. Donc, il doit m'obéir quand même. Avec tout ce que j'ai fait pour lui en plus, franchement. Donc, je vais apprendre à pouvoir décoder que quand l'autre me dit non, je vais apprendre à entendre à quoi il dit oui. C'est-à-dire que quand il dit non à ma demande, l'autre est juste en train de dire oui à un besoin dont il n'a pas conscience chez lui, qui serait frustré s'il disait oui à ma demande. Je répète. Quand l'autre dit non à ma demande, moi, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas son nom, c'est à quoi il dit oui, à quel besoin chez lui il est en train de dire oui, inconsciemment, parce qu'il sait, de manière vitale, que ce besoin serait frustré s'il accédait à ma demande. Et une fois que j'aurai entendu son besoin, je pourrais alors l'intégrer à ma demande. Peut-être la modifier, ou aller demander ailleurs à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, prendre aussi en compte l'autre, parce que l'idée de cette approche, c'est de construire un monde dans lequel les besoins des uns et des autres sont satisfaits simultanément et jamais un au détriment de l'autre. Donc on va rentrer dans le vrai collaboratif qui est du « et » pas du « ou ». C'est pas toi ou moi, c'est pas toi, ok je t'entends, tu as besoin de ça, mais moi. Ce petit mot qui tue, le « mais ». Éradiquez ce mot de votre vocabulaire. On l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et énergétiquement, ça coupe, ça nie l'autre. J'entends bien là que tu as besoin de te reposer un peu là pour le moment, mais moi j'ai besoin d'aide pour mon déménagement. Quand je dis « mais », j'ai donné un petit peu d'empathie à l'autre et puis hop, aussitôt je la retire parce que je dis « mais ». Dans le « mais », c'est que je suis plus important que toi. Alors que nous sommes équivalents. On va essayer d'entrer dans ce mouvement-là. Alors, là... Ah non, déjà. Voilà. Juste vous dire qu'on a un modèle corporel qui se calque là-dessus, c'est-à-dire que l'observation, je vais faire ça avec ma tête. J'ai besoin de ma tête. Si on vous propose des approches qui vous disent qu'il faut couper la tête, le mental, etc., l'ego, aujourd'hui c'est un mot péjoratif, c'est une injure de dire ah, quel ego, etc. Mais il y a le bon ego. Le problème de l'ego, c'est quand il a pris toute la place et qu'il n'a plus tenu compte de ça, mais il y a un bon ego, mon intelligence, ma faculté de jugement, de discernement, etc. J'ai besoin de mon ordinateur pour mettre en action l'être que je suis. Donc l'ego, la tête, elle va m'aider à mettre des mots sur mes sentiments, ça c'est plutôt au niveau du cœur, qui lui va m'indiquer qu'il y a quelque chose de plus vital qui se passe, au niveau des tripes. Au niveau des tripes, c'est l'identité, c'est qui je suis, mes besoins, on ne peut pas me les prendre, on peut me mettre en prison, qui je suis, on ne peut pas me le prendre. Ça veut dire que quand je vais arriver à descendre là et à m'installer là, c'est-à-dire à m'approprier mes besoins, m'installer au niveau de mes besoins, je m'installe dans un espace de sécurité qui va faire que je vais pouvoir fonctionner d'une autre manière avec l'autre. Et ça va me permettre de faire des demandes, c'est-à-dire de m'incarner sur Terre. 5 minutes encore, c'est possible? Bon, juste parce que j'avais mes acolytes à vous présenter, le Marshall Rosenberg, qui est le créateur de cette approche, nous a aidés en caricaturant, 2 manières de caricaturer nos comportements. Il y a d'abord la première caricature qui est la manière dont on se comporte quand on a été éduqué comme nous l'avons en général été, c'est-à-dire beaucoup dans la tête, avec du savoir-faire et pas de savoir-être. Et la manière dont on pourrait se comporter si on avait été éduqué en communication non violente. Donc la première caricature, c'est mon petit chacal. Alors le chacal, on l'a pris cet exemple-là parce que le chacal, c'est un animal qui vit dans la savane. Il n'est pas très haut sur pattes, il est assez petit. Il a la savane qui lui arrive là. Donc il ne va pas beaucoup plus loin que le bout de son nez. Et il a tendance à prendre le bout de son nez pour le bout du monde. Vous voyez, j'ai tout connu, je sais, moi. Et le chacal, c'est un animal qui a des prédateurs. Et quand on a des prédateurs, on vit dans la peur.
Et quand on est dans la peur, et ça marche bien la peur, c'est le système de l'éducation. De faire peur, la punition. Comme ça, quand je fais peur à quelqu'un, je peux en faire ce que je veux. Et ça marche bien aussi dans le monde économique, etc., de faire peur pour soumettre. Donc, comme il a peur, il doit survivre. Il y a 2 façons de survivre. Soit je me fais tout petit, si je pouvais être derrière les paravents, ça m'arrangerait bien. À l'école, je suis toujours au fond de la classe. En réunion, je ne donne jamais mon avis. Je suis toujours d'accord avec les décisions qui se prennent. Je dis toujours oui, je ne sais pas dire non. Et du coup, je rentre dans un système d'esclave, vraiment à outrance, je suis vraiment esclave. La première façon de survivre, c'est la soumission. Je me soumets. Je me soumets à l'autre, comme ça j'ai un bourreau, je ne suis pas seul. On fait tout pour ne pas se sentir seul. Soit je me fais 10 fois plus gros que je suis, je sors mes crocs et je saute à la gorge de l'autre et je le mords, je l'agresse, je lui hurle dessus, voire je le tue. Ça, c'est l'agressivité. Donc, je vais peut-être être agressif au boulot et soumis à la maison ou inversement. Vous voyez, il y a plein de variantes. Mais en tout cas, il y a 2 façons de survivre. Soit je me soumets, soit j'agresse. Ce sont les 2 manières que l'enfant a trouvées pour survivre à son environnement qui n'était pas dans l'accueil inconditionnel de l'être qu'il était. Il a fallu s'adapter. Et quand on est comme ça, on finit par s'installer dans une posture de victime. Le chacal, c'est jamais de sa faute, toujours de la faute des autres. C'est à cause de ma femme et de mes gosses que je dois me faire crever à travailler. C'est à cause de ma mère que je n'ai pas pu faire la carrière que je voulais faire. C'est à cause de mon patron que je m'ennuie dans mon poste. C'est à cause du président ou du gouvernement qu'on a des routes pourries dans notre région. C'est toujours à cause des autres. Lui, ça s'implique jamais. Et donc, lui, il va râler. Et il ne sait pas dire « je ». Le chacal soumis dit tout le temps « on ». Oui, mais on ne devrait pas se laisser faire. Hein. Oui, mais on devrait quand même aller le dire. On devrait quand même faire grève, peut-être. Allez-y, les gars, je vous regarderai à la télé. Il ne s'implique pas, lui. Ou alors, il est dans le « moi ». Moi, je. Moi. Ma vérité, c'est la vérité du monde. Je coupe la parole à tout le monde. En réunion, je laisse parler personne. Je tape du poing sur la table. Et on dit « il y a du caractère, on va l'engager ». Alors que c'est juste quelqu'un qui a peur à l'intérieur. Et donc, quand on vit dans un monde comme ça, on vit dans un monde binaire. Le chacal, il est dans le binaire. Il a besoin d'être sécurisé en permanence. Je vous rappelle que le chacal, son terreau, c'est l'insécurité, c'est la peur. Donc, il a besoin d'être sécurisé. Et ce qui va sécuriser, c'est le binaire. C'est blanc ou noir. C'est vrai ou faux. C'est beau ou laid. C'est homo ou hétéro. C'est juste ou faux. Vraiment, il faut que ça soit figé. Il adore, lui, le mort-vivant. Ça le rassure. C'est sa vie. Que ça soit figé une bonne fois pour toutes. Un plan de carrière, une vision à 50 ans, tous des trucs qui rassurent, qui vont bien le caler sur place et qui vont le rassurer. Et donc, à force de vivre comme ça, et il a aussi un jeu qu'il adore jouer, c'est qui a tort, qui a raison, je veux le coupable, c'est pas moi. Et même quand c'est moi, je m'arrange pour garder le pouvoir, mais que la responsabilité s'en aille ailleurs, quoi. Et donc, quand on vit comme ça, on finit par ressembler à ça. Voilà à quoi on ressemble. On se balade avec des oreilles de chacal. C'est-à-dire que, observez, quand vous êtes dans la foule, le nombre de jugements à la minute que vous avez sur les gens que vous croisez. Déjà là, faites le test de voir le nombre de jugements que vous avez sur moi en train de porter ça sur ma tête. On est tout le temps en train de juger. Ah, celle-là, franchement, en mini-jupe à son âge, elle n'a pas vu ses cuisses. Non, c'est pas possible, ça. Celui-là, 18 ans, décapotable, c'est sûrement un dealer. T'as vu son mari, ils vont pas ensemble. C'est bizarre, quand même. T'as vu son sac à main, t'as vu la maison dans laquelle ils habitent. C'est bizarre, ça. Pourtant, elle a un bon salaire, pourtant. T'as vu son sac à main, t'as vu ses lunettes, t'as vu sa mère, t'as vu ci, t'as vu ci. Ces oreilles-là, elles me donnent le pouvoir de juger instantanément, totalement quelqu'un, à partir d'un détail que je vois de la personne. Je peux juger complètement sur pied quelqu'un à partir d'une coupe de cheveux, d'une paire de lunettes, d'un sac à main, d'un mari, d'une maison, d'un métier, d'un compte en banque, d'un chien. Je juge sur les apparences. Je juge pourquoi ? Parce que j'essaye de me rassurer. Je vous rappelle que le chacal, il n'est pas en sécurité. Il a l'impression que tout le monde a une place sur Terre, sauf lui. Et lui, il est tout le temps en train de chercher sa place.
Et tout le temps, sa place est menacée parce qu'il a des ennemis partout. Donc il est toujours sur le qui-vive. Donc il va faire des stages parfois pour apprendre à prendre la parole en public, pour apprendre à s'affirmer. Il ne fait que de renforcer le problème. Parce qu'il n'y a pas de place à prendre. Il y a juste à l'occuper. Je l'ai déjà. Je suis arrivé avec un corps qui prend de la place. J'en ai de la place. J'ai juste à l'occuper. Mais pour ça, il faut être en sécurité. Et malheureusement, ces oreilles-là, il peut aussi les avoir développées à l'intérieur. Certaines personnes ont survécu comme ça par l'auto-chacalisation. Je suis en rue, je croise le regard de quelqu'un, plutôt que d'aller dans la rencontre et de faire un sourire, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'elle a à me regarder comme ça? Est-ce que ma cravate est défaite ou bien j'ai du ricil qui coule? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je prends ça comme étant un reproche. Mon patron me fait une remarque sur mon dernier rapport d'intervention et je dis, rentrant dans mon bureau, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est nul, mon travail est nul. De toute façon, je suis nul, je suis bon à rien. Mon père m'avait déjà dit que j'arriverais jamais à rien, de toute façon. Et j'en rajoute des couches. Et étonnamment, ça va me rassurer. Parce que plus le bourreau est présent, au moins je suis seul. Alors ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de développer une autre attitude, qui est l'attitude de la girafe. Donc on va prendre un peu de hauteur. La girafe, pourquoi? Parce que déjà, elle a un gros cœur, il faut pomper le sang jusqu'en haut. Elle a même 2 cœurs, la girafe. Et on dit que la CNV, c'est le langage du cœur. Mais aussi parce que la girafe, elle a juste le lion comme prédateur, elle court aussi vite, donc un bon coup de sabot, elle l'a expulsé. Elle est juste en difficulté quand elle se retrouve isolée, qu'elle est entourée d'une meute de lions. Elle est en difficulté aussi quand elle se penche pour aller boire, parce qu'on ne lui a pas encore mis l'eau à tous les étages, elle doit descendre au rez-de-chaussée et elle pourrait se faire attaquer. Et là, la girafe, elle n'a pas peur de ça, parce que comme elle vit en famille, elle vit dans la bienveillance, la solidarité. Il y a toujours une des girafes qui veille sur la sécurité de celle qui va boire. Ce qui veut dire qu'elle n'a jamais peur, parce qu'elle vit dans la bienveillance. Elle vit dans la solidarité. Elle vit dans le soin, dans l'attention les uns aux autres. Et du coup, comme elle est en sécurité, elle peut être complètement accrochée à ses besoins, mais pas le nez sur son nombril comme le chacal. Elle peut avoir une vue à 360 degrés sur le monde, où elle n'a pas d'ennemis. Donc elle arrête de prendre les autres pour son ennemi. Nous, on a l'art de prendre tout le monde pour notre ennemi. Elle voit l'autre, autre, tout simplement. Donc une girafe, quand elle voit du mouvement quelque part, elle va toujours voir ce qui se passe parce qu'elle est intriguée par le vivant. Donc une girafe, elle va s'intéresser à ce qui est vivant. Elle ne s'intéresse pas aux apparences. Donc je vais parler en jeu, je vais exprimer complètement comment je me sens et je vais pouvoir entendre complètement l'autre dans ce qu'il vit. Et nous allons pouvoir nous rencontrer au milieu avec tout ça. Et elle ne vit pas dans un monde binaire, elle vit dans un monde beaucoup plus vivant. À l'intérieur, il y a plein de parties d'elle. Le chacal, lui, il s'accroche à une partie qu'il fixe pour toujours. La girafe, elle peut être triste et en colère. Le chacal, il ne va pas comprendre. Il va dire, non, tu es schizo, là, c'est pas possible. Tu ne peux pas être triste et en colère. Mais si, je suis triste parce que je viens de perdre quelqu'un de cher et c'est pas triste et en colère, c'est triste et heureuse. Je suis triste parce que je viens de perdre quelqu'un de cher et je suis heureux parce que je viens d'avoir un nouveau poste qui m'éclate. C'est possible. Il y a une partie de moi heureuse, il y a une partie de moi triste, peut-être une autre partie en colère. Il y a plus de monde qu'on ne croit à l'intérieur. C'est vivant. Et donc elle va apprendre à fonctionner autrement. En fait, c'est apprendre à redevenir naturel, c'est l'état de base de l'être humain. L'être humain est fondamentalement bon, je parle de l'être et pas de la personne, mais l'être humain est fondamentalement bon et bienveillant. Et donc je vais essayer de faire pousser ça, je vais essayer de faire pousser des oreilles de girafe, d'abord vers l'intérieur, en auto-empathie, c'est-à-dire quand il me dit ça, quand il dit que je suis un sale connard, comment je me sens? Je me sens fâché, je me sens même triste. Parce que j'ai besoin de respect, j'ai besoin de considération, puis j'ai besoin de bienveillance aussi. Ok, ça c'est mes besoins, ça c'est ce qui se passe chez moi. Je pourrais être en colère et dire je suis en colère, je suis hors de moi, et donc je vais l'accuser avec tous mes jugements. C'est un con aussi, franchement, me dire ça, avec tout ce que j'ai fait pour lui, je me suis sacrifié toute ma vie pour lui, et voilà tout le résultat que j'en ai, espèce d'ingrat, etc. Là je suis dans ma colère, mais je perds mon énergie en étant en colère sur l'autre. La girafe, par exemple, elle va apprendre à faire un bon usage de sa colère. Elle ne va pas apprendre à taire sa colère.
La colère, c'est une super énergie d'action. Mais je vais apprendre à la mettre au service de ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que la colère, elle renseigne un besoin qui n'est pas satisfait. Et je vais mettre mon attention là-dessus. Et une fois que je suis reconnecté avec ce qui se passe chez moi, je suis à la maison, je vais pouvoir envisager l'autre. Pas avant. Tant que je ne suis pas à la maison, je ne peux pas envisager l'autre. Je vais revenir chez moi, et de là, je vais envisager l'autre, c'est-à-dire mettre mes oreilles vers l'extérieur, en écoute empathique. Quand tu me dis que je suis un gros connard, est-ce que tu veux dire que tu es vexé parce que tu aurais aimé avoir un peu d'écoute pour ton nouveau projet? Est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire? Je vais arrêter de prendre ce que l'autre me dit comme vérité, et je vais écouter ce qui est vivant chez lui. Donc ces oreilles, elles me permettent de me délier de l'autre et d'être présent à la relation adulte. Quand je suis dans cette posture-là, je peux complètement entendre que ce que l'autre est en train de dire de moi ne parle absolument pas de moi. Ce qu'il est en train de... Je ne suis pas en train de dire, attention au fameux effet miroir, c'est pas parce qu'il dit que je suis con qu'il est con. Mais quand il me dit que je suis un connard, il est juste en train de dire que je viens de dire ou de faire quelque chose qui, à mon insu, a frustré un besoin chez lui, qui du coup crée une émotion qu'il ne sait pas gérer et qu'il gère en sécurité en mettant un jugement sur moi qui le rassure. Ben oui, c'est parce que je suis un con qu'il est dans cet état-là. Et donc il a mis la responsabilité chez moi plutôt que de prendre la responsabilité chez soi. Donc arrêtez de croire ce que les autres disent de vous, sinon vous donnez à manger au chacal. Vous êtes en train de mordre à l'hameçon. Chacal, il va tout le temps envoyer des hameçons pour essayer de me prendre. Dès que je n'y mords plus, je ne crois plus ce qu'il me dit, parce qu'en fait la réalité c'est ça, c'est qu'il est juste en train d'exprimer un besoin frustré. Et moi je vais me mettre à l'écoute de ce besoin-là. Et ça va nous créer un autre monde, un autre collectif, qui sera plus dans la nature humaine et plus dans ce que la vie a prévu en fait. Les lois universelles du vivant ont déjà tout prévu, un fonctionnement. Et nous, je ne sais pas pourquoi, il y a un mystère. Je n'ai pas la clé du mystère, mais il se fait qu'en tout cas, pour le moment, l'humanité n'est pas encore en place dans cet ordre-là. Donc on a dévié de ça et on a créé la loi des hommes, qui supplante, qui se met au-dessus. Mais on a à revenir dans les lois du vivant et se remettre dans un mouvement organique. C'est possible. Ça ne va pas être facile. Ce qui est difficile avec cette approche-là, c'est pas d'apprendre ça, vous voyez que c'est hyper simple, c'est quatre étapes. Ce qui est difficile, ça va être d'arrêter de parler la langue que j'ai parlé jusque-là. Parce que c'était ma langue officielle. C'était ma langue de sécurisation. Vous avez appris peut-être à parler français si vous êtes en France, parce que ça aide à mieux vivre de parler la langue locale. C'est au service de la vie. S'il y a une guerre et qu'il ne faut plus passer pour un Français, je ne peux pas désapprendre le français. C'est impossible. C'est la même chose avec les comportements que j'ai acquis pour survivre, les postures que j'ai acquises. Je ne peux pas les désapprendre. Ce qui est appris est appris. Mais je peux choisir de ne plus le parler. Je peux choisir de ne plus parler français pour me protéger, pour être au service de la vie. Mais quand j'entends parler français, je comprends et je peux retourner quand je veux. C'est pareil avec nos postures de survie. Donc ça veut dire qu'apprendre ça, ça me demande de l'apprendre à côté d'une langue qui est automatique et qui va toujours venir m'appeler. Et c'est ça le plus difficile, c'est de mettre ça de côté pour s'installer dans une autre posture. Mais je vous demande de juste pour la fin de rester sur entendre que cet outil n'est qu'un outil. Mais c'est juste un outil qui est au service d'une connexion avec soi. C'est un outil qui est au service d'une intention. Donc ne donnez pas le pouvoir à l'outil. Ce n'est pas lui qui me dirige, c'est moi qui m'en sers pour atteindre un état, pour atteindre un objectif, qui est d'être pleinement vivant dans mon plein potentiel et de pouvoir être dans notre plein potentiel tous ensemble et de pouvoir être dans la créativité. Et de récupérer toute cette énergie qui est consommée dans nos liens, dans nos petits jeux de pouvoir inconscients, etc. Ça consomme énormément d'énergie dans les groupes. Énergie qui n'est pas alors disponible pour faire ce qu'on est censé faire ensemble, c'est-à-dire créer, s'amuser, faire du plus à ce monde.
Voilà, je vais vous laisser là parce que là, je crois que j'ai vachement débordé. Merci pour votre attention et voilà, j'aurais tellement de choses encore à vous partager, mais j'ai essayé de rentrer dans l'exercice. Voilà.